Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être mobilisés pour ce nouveau panel sur l'IA comme catalyseur des écosystèmes entrepreneuriaux à l'international. Donc moi, c'est Tiniane Boussaïd. Je suis ravie d'animer ce panel en compagnie de 3 intervenants experts dans le domaine de l'investissement et l'innovation. On a avec nous Rémi Prunier, qui est partner chez Orange Venture, côté Afrique et notamment Middle East. On a Eykel Drin, qui est quant à lui serial entrepreneur et CEO d'Africanda, un centre d'innovation technologique axé notamment sur l'IA entre la Tunisie, Marseille et Miami. Et puis enfin, Mehdi Legroun, qui est directeur général de Cycle Family Office, mais aussi vice-président d'un réseau de Business Angels qui est B8 Business Angel. Merci à vous pour votre mobilisation à ce panel. Donc on le sait tous, l'intelligence artificielle, ce n'est plus qu'une simple technologie. Elle entre désormais dans le cœur des stratégies nationales. Ces stratégies servent de cadre directeur pour animer des écosystèmes entrepreneuriaux à l'international. Donc aujourd'hui, ça permet de mobiliser des investisseurs, des structures d'accompagnement, mais aussi des entreprises autour de cette thématique. Et puis, dans le même temps, il y a des acteurs privés qui parfois jaillissent de nulle part, comme l'OpenIA à travers le lancement de ChatGPT, qui viennent bouleverser les usages mondiaux et parfois plus vite que les politiques publiques ne s'adaptent. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, avec notamment un premier volet que je lance de cette discussion sur les stratégies nationales et sur les réglementations. On voit qu'il y a de vraies différences entre ces régions du monde, entre l'Europe, qui a tout de même un écosystème très bien structuré, notamment avec sa politique de AI Act, qui a un cadre clair pour guider l'écosystème. Donc on a aussi aux Émirats, les Émirats qui sont en train de se structurer, notamment avec le lancement du ministère de l'IA. Et puis enfin, on voit des initiatives qui se multiplient sur le continent africain, mais avec un vrai besoin d'harmonisation. Donc je m'adresse à vous, Eykel. Selon vous, comment ces stratégies, et notamment cadre réglementaire, influencent-ils l'adoption de l'IA à l'échelle locale? Et quels défis posent-ils lorsqu'il s'agit de déployer ces solutions à l'international? Merci pour la question, merci pour l'invitation, Tina. Donc c'est vrai que c'est une question qui est un petit peu compliquée, parce qu'on parle, entre guillemets, des différents écosystèmes. Sur l'Europe, on a parlé, donc tu as parlé donc, de l'IA Act, mais de tout ce qui touche les lois par rapport au RGPD. Il faut savoir que l'Europe est le continent qui est le plus à même, entre guillemets, à développer on va dire des conventions juridiques, une loi spécifique par rapport à l'Union européenne. Je crois qu'il y a un problème de son. Ouais. Et donc derrière, le continent européen a commencé à donner le là. En Afrique, il y a eu la convention de Malabo qui a été mise en place pour régir un petit peu la convention sur la protection de la donnée, mais aussi de la cybersécurité, parce qu'on parle beaucoup de la data, mais on ne prend pas en compte les axes qui sont autour de la cybersécurité. Et je pense que derrière, il faut que les pays, alors on parle d'une stratégie locale, mais d'une vision continentale, il faut que chaque pays puisse adopter une réglementation pour avoir des flux, notamment pour la population, donc sur la partie publique, et aussi pour les entreprises, les entrepreneurs, les startups et les grandes entreprises sur la partie privée. Et je pense que chaque pays doit, alors là on parle aujourd'hui de la France, doit mettre en place et doit harmoniser ces conventions-là pour le bien de sa population, mais aussi pour le bien des acteurs privés. De l'autre côté de la Méditerranée, donc en Afrique, il y a différents pays qui ont commencé à adopter une stratégie locale, mais l'émanation avec Smart Africa, avec l'Union africaine, elle a été continentale et elle permet aujourd'hui d'avoir un espèce de cadre juridique sur des lois, notamment sur des secteurs comme la santé numérique, la finance et aussi les levées de fonds, parce qu'on parle beaucoup de start-up, mais aussi qui sont régis aussi par rapport à ces levées de fonds. Merci beaucoup pour ce panorama global
de la réglementation finalement dans ces différents écosystèmes. Je reviens vers vous, Mehdi. Pensez-vous que les solutions IA peuvent servir de levier pour connecter les écosystèmes entrepreneuriaux à l'international? Oui, tout à fait. Tout à fait. On va repartir déjà à la base. L'IA, pour se nourrir, elle a besoin de data. Et nous savons qu'il existe énormément de data dans le public et dans le privé aussi. Donc on va utiliser ces datas-là pour pouvoir connecter les écosystèmes, plutôt les agents, on va dire, les startups, les investisseurs, les institutionnels, et pour pouvoir faire même ce qu'on appelle du matchmaking, à ne pas confondre avec Call of Duty ou Battlefield. Et si je ne me trompe pas, je crois que BPI, à travers Euroquity, vous avez une solution comme ça pour pouvoir matcher entre différentes régions et différentes cultures. Oui, ouais, c'est en effet ça, c'est exactement ça. BPI France en fait a lancé depuis maintenant 2008 une plateforme de mise en relation des écosystèmes à l'international, plus particulièrement entre l'Afrique, l'Europe et le Canada, avec l'ambition aussi de se déployer au Moyen-Orient. Donc initialement, c'était une plateforme de matchmaking où des profils sociétés se créent, investisseurs, structures d'accompagnement. Aujourd'hui, on a 24 000 sociétés, 3 000 structures d'accompagnement et 1 600 investisseurs éparpillés dans différents continents du monde. Et depuis quelques temps, il y a une couche IA qui a été rajoutée dans cette plateforme et qui permet justement, tu avais parlé de data, de lire la data des profils et puis par la suite de croiser l'information pour finalement qu'on arrive à avoir des propositions de profils investisseurs qui pourraient matcher avec un entrepreneur finalement qui a besoin de lever de fonds, ou même pour un investisseur, ça peut lui servir aussi comme un outil pour identifier un deal flow qualifié et surtout aligné avec sa thèse d'investissement. Donc en effet, c'est une fonctionnalité qui existe bien. Je vais rebondir puisque, comme tu l'as dit, on va interconnecter des régions. Donc il faut savoir que chaque région a sa culture, sa langue, et l'IA permet de pouvoir lever ces barrières-là. Lever aussi la barrière du marché. On ne connaît pas le marché. Le marché local d'une région n'est pas le même que celui européen ou africain. Autre chose, nous avons aussi la prédiction qui est intéressante. Anticiper les évolutions de marché à travers le monde. Donc l'IA, c'est un moyen de lever ces barrières et créer des plateformes qui peuvent connecter, que ce soit dans le public ou dans le privé. Merci beaucoup, Mehdi. Enfin, je reviens vers vous. Rémi, autant qu'investisseur, vous accompagnez des startups à l'international. Quels sont les principaux enjeux régionaux auxquels ces startups, notamment qui ont développé des solutions IA, font face et comment cela influence finalement leur choix de développement et votre choix d'investissement? Alors, en fait, je vais citer 3 grandes catégories. Alors, mon focus est quand même très centré sur les startups africaines. Et donc, en l'occurrence, on en a parlé un petit peu au début, il y a une vraie fragmentation aujourd'hui des stratégies locales en Afrique. C'est-à-dire que chaque pays commence à déployer ses propres règles, ses propres contraintes. Et ça, pour une startup qui se crée, ça peut potentiellement effectivement être un boost, mais aussi être un frein au développement à l'international. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, leur récente stratégie nationale de l'IA impose pour les startups locales d'héberger leurs données, de sécuriser leurs données sur le territoire national. Donc c'est en train de créer 5 nouveaux data centers qui devraient être disponibles d'ici 3 ans, mais ça implique quand même pour les startups qui veulent travailler sur ce territoire des contraintes assez particulières. Donc il faut adapter le produit, adapter les règles de compliance et adapter aussi derrière l'architecture technique. Si on prend l'exemple du Sénégal, alors là c'est le New Deal technologique, pareil, signé en 2025, c'est assez récent. Et il y a un gros investissement, 30 milliards de francs CFA, ça fait à peu près 50 millions d'euros. Eux imposent notamment pour les startups qui voudraient pouvoir bénéficier de financement public ou pouvoir avoir comme client les services publics, on doit respecter des règles assez strictes de transparence, d'éthique sur la gouvernance des données. Côté Cameroun, il y a aussi des règles qui sont plutôt centrées notamment sur l'utilisation des langues locales et de jeux de données locales. Ça, c'est vraiment le premier point qui peut être un frein, mais aussi qui peut être un puissant booster. Le deuxième, c'est l'accès aux ressources, les talents. Il faut trouver des gens qui maîtrisent l'IA. Si on prend l'exemple de l'Égypte, le récent programme de l'Égypte prévoit la création de 30 000 postes dans l'IA et de 250 startups. C'est un bon moyen d'attirer du monde et de potentiellement rassurer
les entrepreneurs qui voudraient développer un business autour de l'IA. La partie données, hein, on en a parlé un petit peu, donc je ne vais pas m'étaler, mais une start-up qui travaille sur des jeux de données qu'elle va créer elle-même ou des données open spécifiques à son pays, ça rassure beaucoup un investisseur parce que quelque part, ça crée une barrière à l'entrée, ça crée un vrai asset technologique et ça permet de se développer plus rapidement. Donc ça aussi, pour moi, c'est un vrai enjeu. Et le dernier, un peu plus générique, c'est vraiment l'accès au soutien institutionnel, au financement, au réseau. Alors, 2 exemples, mais la partie institutionnelle, on a par exemple le Maroc avec Startup Maroc 2030, ou la Tunisie avec le Startup Act, qui vise à chaque fois à promouvoir l'entrepreneuriat, à attirer des startups. Dubaï est aussi très actif dans ce domaine-là. Et puis après, donc ça c'est bien pour lancer sa startup, pour avoir les premiers clients, pour avoir les premiers financements. Et après, derrière, on a des réseaux internationaux qui peuvent aider, comme Flat Six Lab, comme Oasis 500, comme Plug and Play. Orange Ventures aussi peut s'appuyer sur les réseaux Orange avec un réseau d'accélérateurs qui s'appelle les Orange Fab, présent dans tous les pays où Orange est présent. Et donc, on fait aussi du partage de la synergie, du partage d'expérience, de l'ouverture de marché. Voilà, c'est pour moi 3 gros enjeux autour de ces sujets de l'IA. Merci beaucoup Rémi pour ce partage. À présent, nous allons passer au second volet qui concerne les secteurs et tendances régionales. Finalement, chaque marché a ses propres spécificités, a ses propres politiques régionales. Et il y a finalement des secteurs qui sont plus impactés que d'autres selon les priorités de chaque région. Donc Rémi, si je poursuis avec vous, d'après votre expérience avec les startups africaines, quel secteur voit aujourd'hui le plus d'applications de l'IA du coup en Afrique ? Alors, déjà, un petit constat d'étonnement. Moi, j'ai commencé à travailler sur la zone Afrique il y a 1 an. Et je me suis rendu compte que les sujets traités par les startups pouvaient être très différents de ceux qu'on trouve sur le continent ou aux États-Unis ou autres. Il y a beaucoup de choses en commun. Il y a aussi des choses qui sont très spécifiques autour de la logistique, de la santé, etc. Et je dirais qu'aujourd'hui, moi, les principaux enjeux où j'ai vu l'utilisation de l'IA, ça va être, par exemple, l'agritech. Beaucoup de startups qui se développent. Alors, ça peut être sur la prédiction des maladies. J'ai vu récemment une startup qui s'appelle Deepleaf, si je ne dis pas de bêtises, qui est une start-up marocaine qui permet, grâce à un smartphone, d'analyser simplement des plantes et donc de détecter des maladies. Il existe des solutions macro avec des satellites et autres. Là, c'est vraiment quelque chose qui peut se déployer très facilement. Moi, j'étais assez impressionné par la technologie. On a évidemment l'optimisation des rendements, de l'utilisation des engrais. Il y a Farmerline, je crois, au Ghana, qui en tout cas qui annonce pouvoir optimiser les rendements de 30%, c'est pas rien. Donc voilà, l'agriculture, la santé aussi bénéficie de beaucoup de l'IA, alors que ce soit sur l'aide au diagnostic, l'optimisation du système de santé, sur les remboursements, sur les pharmacies. On a M-Pharma par exemple au Ghana, on a Dipeco aussi au Maroc, qui est une start-up qui permet de favoriser, enfin de traiter plus rapidement le diagnostic prénatal, donc pour lutter contre un des gros enjeux du continent, à savoir la mortalité infantile. Donc à chaque fois on voit l'alimentation, la santé, on est aussi sur l'inclusion, beaucoup, inclusion financière, inclusion numérique. Exemple Touméaï qui utilise des langages, alors c'est en plus un investissement Orange Ventures, donc voilà, start-up qui utilise des jeux de données locaux et qui intègre les dialectes de différents pays et qui permet à des gens d'accéder plus facilement à des services numériques. Donc là, c'est inclusion numérique et inclusion financière. Ça peut être de l'aide au scoring pour permettre d'avoir accès à du microcrédit. J'ai vu récemment une boîte nigériane, Mono, qui propose une solution intéressante. C'est un chatbot sur WhatsApp qui permet de faire des transferts bancaires. Donc si on n'est pas bancarisé, on peut passer par WhatsApp, il y a une API, etc. Ça peut s'intégrer dans n'importe quelle solution. Donc voilà, c'est comment contourner des problèmes ou un manque de bancarisation avec de l'IA. Donc, très clair. Merci beaucoup Rémi. Il y a d'autres domaines. Il y a évidemment l'éducation, l'énergie, etc. Bien sûr. Mais voilà, j'ai fait une petite sélection. Très clair. Donc on a parlé d'EdTech, d'agritech, d'inclusion, de fintech. Et si on faisait maintenant la comparaison avec du coup l'écosystème européen, est-ce que finalement c'est des secteurs qu'on retrouve qui sont impactés par l'IA ou il y a d'autres tendances sectorielles sur l'Europe, Eikel ? Alors, je reprends ce qu'a dit Rémi. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le domaine notamment de la santé, en post-Covid, on a une réflexion sur comment améliorer notre santé. On a tous une personne qui a été impactée par le Covid. On a tous une personne qui a été, entre guillemets, touchée, parce qu'on a été bloqué chez nous durant un certain temps.
Et c'est vrai que derrière le domaine de la santé numérique, c'est un domaine qui est vraiment en pleine expansion. Donc on a différentes solutions, ça peut être sur de parcours patients ou comme digitaliser un petit peu ce que font les hôpitaux et les cliniques. Alors je sais qu'en France et dans certains pays en Europe, notamment en Italie et en Allemagne, il y a des solutions qui sont très poussées. Alors bon, tout le monde connaît Doctolib, mais il y a des solutions qui sont très poussées sur l'accompagnement même des personnes et aussi le parcours du patient. Je vois que moi, avec le Startup Studio, le Factory 319, qui est situé à Marseille, qui font un travail qui est assez extraordinaire, où ils ont des solutions qui sont à portée de main pour l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui sont labellisées avec les différentes agences régionales de la santé, donc l'ARS. Et en fait, aujourd'hui, ce sont des partenariats publics-privés qui vont permettre un petit peu de casser ces carcans et de pouvoir résoudre les problèmes, parce qu'il y a toujours un impact social et sociétal à l'intérieur de ces secteurs. On a parlé de la santé, il y a l'EdTech aussi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'après le Covid, énormément de startups se sont dit comment on va essayer d'améliorer l'éducation, mais aussi d'approcher, de lutter contre les personnes qui sont soit en province ou soit en situation d'handicap, pour qu'ils puissent, on a parlé tout à l'heure d'inclusion, qu'ils soient mis dans ces programmes-là. Et bien entendu, il y a la partie finance, parce qu'aujourd'hui, notamment avec BPI France ou avec différents secteurs, le domaine de la fintech qui est en plein boom avec les différentes néobanques. On parle aussi des différents moyens de paiement, de la crypto. Donc il y a cette acculturation qui est un peu plus poussée en Europe, mais qu'on retrouve aussi de l'autre côté en Afrique. Moi, je vois que le Sénégal et le Kenya ont été parmi les premiers pays en Afrique où on pouvait régler des différentes factures, ne serait-ce qu'avec un SMS. Et aujourd'hui, je pense qu'en Europe, on doit un petit peu créer des ponts avec les différents continents, et notamment de l'autre côté de la Méditerranée avec l'Afrique, parce qu'il y a des sujets autour de la recherche et développement, des sujets ou des secteurs qui sont des besoins primaires. On parle de la santé, de l'éducation, ou même aujourd'hui de la nutrition, parce qu'on parle de l'agritech, mais à un moment donné, la nutrition, avec tout ce qui est transformation autour de l'alimentation, il y a pas mal de startups qui vont essayer d'utiliser des outils dans le domaine de l'IA pour améliorer le quotidien des personnes. Donc je pense qu'en Europe, il y a énormément de secteurs qui sont assez développés, qu'il faut un petit peu plus pousser sur les recherches académiques, notamment avec des post-doctorants, ou même essayer de recenser la plupart des thèses. Et moi, j'invite un petit peu les start-upers ou les personnes qui sont à la tête de certains projets, de pouvoir se rapprocher de la sphère privée, mais aussi de la sphère académique. Alors, il y a des dispositifs avec le crédit impôt recherche ou le crédit impôt innovation, et je pense qu'il faudrait améliorer un petit peu ces dispositifs, ou avoir un CIR version 2 ou un CII version 2 en Europe. Merci beaucoup, Ekel. Un dernier mot sur les secteurs de prédilection, enfin en IA, sur notamment les Émirats, Mehdi. Oui, alors, on va commencer déjà par savoir ce qui se passe dans le secteur de l'IA aux Émirats. Il faut savoir qu'aux Émirats, en 2023, le secteur de l'IA, c'était à peu près 4,5 milliards de dollars. En 2031, la projection va être de l'ordre de 90 milliards. Donc on voit qu'il y a un sujet. Et en passant à 90 milliards, cela représentera à peu près 20% du PIB non pétrolier, bien sûr. Donc on voit comme quoi il y a un réel sujet là-dessus. Et donc ils ont certaines priorisations. La priorité numéro 1, et on va le retrouver un peu comme en Afrique, je pense que c'est une question de culture, c'est la santé. La santé avec le parcours du diagnostic, la personnalisation du diagnostic. En deuxième point, nous avons tout ce qui est fintech, les néobanques. Et voilà, on se répète un peu parce que c'est à peu près la même région. Et en troisième point, et là c'est une spécificité, on va dire, du GCC et des Émirats, c'est les smart cities avec l'IoT. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que pour atteindre ces objectifs-là, ils ont mis des choses en place. On sait que dans ces régions, le fer de lance financier, c'est l'État. L'État avec des fonds souverains. On a MGX qui a pour objectif d'atteindre 100 milliards de dollars d'investissement IA. C'est des chiffres astronomiques. Et au-delà de ça, ils font aussi des partenariats transrégionaux. Je pense à la France qui a signé une convention avec
les Émirats pour créer un data center, parce que l'IA, ce n'est pas seulement des solutions digitales, c'est aussi du matériel. Donc un data center avec du cloud de 1 gigawatt à hauteur de 30 à 50 milliards de dollars. Donc on voit bien que dans cette région-là, la priorité n'est plus de pouvoir aller chercher du pétrole ou ce qu'ils savent faire, c'est plutôt de se diversifier et d'aller aussi concurrencer tous les marchés concurrents dans d'autres continents sur le sujet de l'IA. Merci beaucoup Mehdi. On va passer maintenant au dernier volet qui est sur l'impact concret finalement de l'IA sur les écosystèmes entrepreneuriaux. Notamment je pense aux startups finalement. Ça change complètement la façon avec laquelle elles se structurent, elles s'exportent à l'international. Il y a d'autres enjeux qui rentrent, notamment la partie réglementaire dont on a parlé. Et aussi le financement, il se fait de façon très différente. Et pour les investisseurs, l'IA aussi devient un outil pour l'identification de deal flow. Et change aussi sa façon avec laquelle ils accompagnent les sociétés. Donc, Mehdi, dans la continuité, comment l'IA transforme-t-elle l'expérience des entrepreneurs que vous accompagnez dans les différentes régions du monde ? Je vais parler de ma propre expérience. J'ai cofondé 2 startups il y a à peu près une dizaine d'années. Et pour commencer, quand on a une idéation, quand on a une idée, il faut la mettre sur papier, il y a toute une roadmap à suivre. Et en fait, on allait chercher les informations à travers Google, on allait chercher son marketing, on avait une équipe autour de nous et ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pu démocratiser l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, en un mois, une start-up peut faire ce que faisait un fondateur il y a 10 ans. Il mettait à peu près 9 mois, voire 1 an. En un mois, il est en capacité de le faire. Premièrement, avec les nouveaux modèles, on connaît ChatGPT et tout le reste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une transformation aussi, ou plutôt une évolution de cette intelligence artificielle. Maintenant, on va parler d'agents. Et aujourd'hui, j'ai croisé des startups que j'accompagne où il y a deux cofondateurs et pas d'équipe. Tout le reste de l'équipe sont des agents IA. Que ce soit pour le marketing, que ce soit pour le juridique ou pour tous les éléments, tout ce qu'une personne peut faire, l'IA peut le faire. Il faut être vigilant sur ce sujet, parce que l'IA fait des erreurs encore, il apprend. Et il faut être aussi vigilant sur une chose, c'est que l'IA apprend de ce qu'on lui donne. Donc si on lui donne tout le temps des questions, elle ne se régénère pas et elle pourrait mourir en quelque sorte. Merci beaucoup Mehdi. Je vois qu'il nous reste 5 minutes, donc je vais essayer de combiner une question. Eikel, comment finalement les technologies créent, en fait, cette technologie crée de nouvelles opportunités, notamment pour les sociétés. Donc comment elles arrivent à adapter finalement leur business model à travers l'adoption de solutions IA dans leur software. Et enfin, Rémi, comment finalement l'IA change votre façon d'agir, de vous structurer et de sourcer aussi du deal flow qualifié. Qui veut commencer ? Je vais commencer rapidement. Aujourd'hui, l'IA n'est pas une menace. Tout le monde pense que c'est une menace, mais si on prend le boom de l'Internet il y a 25 ans, en 2000, il fallait à un moment donné avoir cette acculturation et avoir les points pour mener ou utiliser Internet. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, donc le mot il est un petit peu galvaudé, mais il y a énormément de personnes qui se sentent menacées de par leur emploi. On prend le métier aujourd'hui d'un chirurgien ou autre, et l'IA va pouvoir l'aider à mieux opérer, de capitaliser entre guillemets et de catalyser l'opération, mais aussi d'avoir un rendement ou une réussite pour le patient. Et il y a des métiers autour où aujourd'hui on peut opérer une personne à des milliers de kilomètres. Donc je pense que dans chaque métier, c'est ce qu'on a fait nous avec Africanda, c'est qu'on a pris des mathématiciens qu'on a formés durant 6 mois avec un programme de 580 heures, et en fait on a pu leur donner une chance de pouvoir s'insérer dans la vie. Et derrière, ça a été des data scientists, des architectes big data, mais qui ont été là pour solutionner des problèmes pour des startups, pour des entreprises privées ou même pour le public. Aujourd'hui, on a énormément de nouveaux métiers qui ont été créés grâce à l'IA, dans le domaine juridique, dans le domaine de la finance. Donc je pense qu'il faut
prendre le taureau par les cornes. Il faut essayer de pouvoir se rapprocher, comme j'ai dit auparavant, de l'aspect académique, de l'aspect privé, et de voir les différents organismes publics et privés pour voir comment on peut apporter cette acculturation, comment on peut améliorer le quotidien d'une entreprise, mais aussi le quotidien de nous-mêmes, c'est-à-dire en tant qu'habitants ou citoyens du monde. Merci beaucoup, Ekel. Et finalement, comment ça améliore le quotidien d'un investisseur ? En 2 minutes 30 maximum. Donc effectivement, l'IA a pas mal bouleversé le travail d'investisseur. Ça a commencé il y a peut-être 5-7 ans avec le boom du machine learning. Et donc on a vu un certain nombre de fonds qui ont misé beaucoup, qui ont développé des outils en interne, qui ont des consultants aussi qui étaient spécialisés sur l'accompagnement des fonds, notamment Equity Ventures qui a sorti une plateforme qui s'appelle Motherbrain pour faire ce qu'on appelle du data-driven VC, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser les données et l'IA pour améliorer un petit peu le sourcing, etc. Ça a été très chamboulé évidemment par l'arrivée des LLM. Et aujourd'hui, je dirais, l'IA intervient vraiment à tous les moments du cycle d'investissement et du suivi. Si on prend la phase de sourcing, on a toutes les grosses plateformes, PitchBook, Dealroom, etc., même Euroquity pour la mise en relation, qui intègrent aujourd'hui de l'IA, du langage naturel, etc. Donc pour améliorer le sourcing, aller identifier des signaux faibles, screener automatiquement LinkedIn pour voir l'évolution du nombre d'employés d'une compagnie ou le changement de poste d'un founder. Donc côté sourcing, évidemment, c'est omniprésent, soit avec des trucs dédiés, soit vraiment avec toutes les solutions du marché qui se sont adaptées. Ensuite, pendant la phase de due deal, l'IA simplifie énormément. On a des solutions comme Kira System, par exemple, qui peut analyser des gros corpus documentaires, tout ce qui est pacte d'actionnaires, etc., mais aussi les contrats de la boîte, l'IP, et faire des recommandations, identifier des signaux faibles, etc. La partie financière, évidemment, aussi. On a ensuite, une fois qu'on a investi, beaucoup d'outils basés sur l'IA qui permettent d'aider les startups en principalement 2 axes. Ça va être la partie analyse du reporting, accompagnement, des recommandations, faire des projections business, etc. Des recommandations sur le go-to-market, sur la stratégie, l'internationalisation. Donc là, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et le deuxième volet aussi, il me reste 30 secondes, c'est que l'IA devient une ressource qu'on peut mettre à disposition aussi de ses participations. Donc, typiquement, ça peut passer par des partenariats, mais ça va être l'accès à des data centers, à des algorithmes, à des crédits. Ça passe aussi beaucoup avec des partenariats avec des sociétés comme Google, Amazon, etc. Orange fait ça aussi, évidemment, Orange Ventures. On a ce type d'offre, on voit régulièrement des partenariats avec Mistral ou ce genre d'acteurs. Et donc là encore, on a un impact assez fort de l'IA dans le soutien. Donc voilà, vraiment sur tout le cycle du métier. Ça n'a pas remplacé l'investisseur, mais ça l'a vraiment enrichi. Merci beaucoup du coup à vous trois. Merci infiniment aussi au public qui s'est mobilisé aujourd'hui. Finalement, l'IA, ce n'est pas qu'une simple technologie. Elle arrive pour finalement changer, revoir les tendances sectorielles, revoir aussi la réglementation. Elle change aussi finalement la façon avec laquelle les entrepreneurs se structurent, les investisseurs, comment ils identifient finalement leur deal flow. On voit que l'IA finalement ouvre de grands champs de changement pour l'avenir. Merci beaucoup à tous. Et mes intervenants, en tout cas, sont à vos dispositions si vous voulez leur poser des questions. Malheureusement, on ne peut pas faire de Q&A. Merci beaucoup.